Bienvenue dans cette petite vidéo bonus par rapport à la filmographie commentée de Chow Yun-fat. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo bonus? Parce que entre le moment où j'ai tourné la vidéo sur la rétrospective Chow Yun-fat et entre le moment où j'ai publié la dernière vidéo de celle-ci, eh bien il se trouve que j'ai fait un peu de rattrapage, j'ai regardé quelques films de Chow Yun-fat que je n'avais pas encore vus. Et donc je me dis que autant, vu que on vient juste d'atteindre la publication de la toute dernière vidéo, autant faire une petite vidéo bonus en plus avec les trois films que j'ai vus dans l'intervalle afin d'avoir quelque chose d'un peu plus complet sur le sujet. Donc trois films qui correspondent à des périodes couvertes dans les trois vidéos différentes, donc c'est plutôt adapté. Donc on va commencer par un film de 1981 qui s'appelle The Executor, réalisé par Chan Chun. The Executor, c'est un polar. Alors c'est un polar très classique au niveau du scénario, puisque c'est une histoire de témoin qui doit être retrouvé afin de permettre la fin d'un patron du crime, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais dit sur le film Hot Blood, un polar avec Chow Yun-fat pré-1986. Et je disais qu'à chaque fois on regardait un polar pré-86 avec Chow Yun-fat, on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des attentes en espérant que ce soit quelque chose qui annonce A Better Tomorrow, qui annonce le syndicat du crime. Et à chaque fois, on est déçu. Et ben, ça n'a pas manqué avec The Executor. C'est un polar extrêmement médiocre, extrêmement mou. D'autant plus que c'est un peu le même scénario que The Occupant. The Occupant, le film de Ronnie Yu qui annonçait The Killer de par le fait qu'il y avait à la fois Chow Yun-fat et Sally. Et même principe, hein, on espère que ça va donner quelque chose d'aussi bon que The Killer, mais en réalité c'est complètement à côté de la plaque. Et dans The Executor, il y a la même chose avec Danny Lee, puisque c'est le premier film qui a Danny Lee et Chow Yun-fat ensemble, avant City on Fire, avant The Killer, et avant quelques autres films d'ailleurs. Je crois qu'ils sont également ensemble dans Tragic Hero, mais je crois qu'ils n'ont pas de scène ensemble de mémoire. Mais donc, premier film à avoir Danny Lee et Chow Yun-fat ensemble, et non, non, ça n'a absolument rien à voir avec City on Fire ou The Killer. On est à des niveaux, à plusieurs niveaux en dessous. D'ailleurs, ils n'ont qu'une seule scène ensemble, une scène assez courte où Chow Yun-fat torture Danny Lee. Donc il n'y a pas grand chose à en dire de cette rencontre. Par contre, ce qui est quelque part intéressant, c'est que j'avais indiqué que dans Scared Stiff, c'était un des premiers rôles de méchant de Chow Yun-fat. Et bien en fait, j'avais tort. Enfin, c'est un des premiers rôles, oui, mais c'est pas le premier rôle, puisque dans The Executor, Chow Yun-fat joue justement un bad guy. Il joue un méchant. Alors en fait, c'est un tueur professionnel à la solde du grand méchant et qui essaye d'éliminer les témoins que les policiers essayent de retrouver pour permettre à ceux-ci de témoigner contre le patron du crime. Et donc Chow Yun-fat joue ce tueur professionnel, et malheureusement je dois dire que je ne l'ai pas trouvé très très convaincant dans le rôle. En fait, il a une bouille trop sympathique, je trouve, pour jouer ce type de personnage. Pourtant, il le fait quelque part dans The Killer, dans Un tueur pour cible, dans pas mal d'autres films, mais il a toujours ce côté sympathique qui ressort malgré tout, et ce qui est bien pour ce genre de film, puisque le personnage, on est quand même censé sympathiser avec lui, on est quand même censé avoir une certaine affection pour lui. Donc ça marche quand c'est des films type The Killer, mais dans un film comme celui-là, où il est vraiment méchant, eh ben, il y a quelque chose qui bloque un petit peu. En ce qui concerne l'action du film, il n'y a rien de vraiment notable. Il y a quelques vagues gunfights. Il y a peut-être le seul élément vaguement sauvable, c'est à la toute fin, où Chow Yun-fat a un combat contre un policier. Et c'est un combat qui a assez d'énergie. Alors c'est pas du tout un combat chorégraphié type kung-fu, hein. C'est en mode chiffonnier, en mode bagarre de rue,
je fonce sur l'autre, j'essaie d'envoyer des bourre-pifs, et puis voilà, c'est assez limité du point de vue chorégraphie, mais il y a de l'énergie dans la scène, et on a l'impression que les acteurs ont vraiment mis de leur personne. Donc de ce point de vue-là, ça se laisse voir. Bon, après, ça reste quand même assez anecdotique. Le film a été réalisé donc par Chan Chun. Alors c'est peut-être l'occasion d'en parler un peu parce que je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'occasion de parler de lui. Chan Chun, c'est un ancien cascadeur qui a connu la trajectoire idéale du cascadeur quand on est à Hong Kong, il a donc été cascadeur pendant un certain nombre d'années. Ensuite, il est passé chorégraphe au début des années 70. Il s'est trouvé à travailler quand même sur quelques films assez importants, comme La Main de Fer, comme Boxer from Shantung, donc pour la Shaw Brothers. Et après, il est parti à la Golden Harvest, où il a bossé sur les chorégraphies de films de Wong Fung, comme Stoner, comme When Taekwondo Strikes. À mon avis, la subtilité par rapport à ça, parce on se dit, wow, le mec, il a quand même bossé sur des films d'action cultes, des classiques du genre, donc ça doit être quelqu'un de bon. Je crois qu'il faut un peu tempérer ça, parce que tous les films que j'ai cités, il est co-chorégraphe. Hein. C'est pas lui le chorégraphe principal. Enfin, on ne sait pas exactement qui était principal, mais enfin, je pense pas que ce soit lui. Je pense que sur La Main de Fer, c'était Lau Kar-wing. Je pense que sur When Taekwondo Strikes et Stoner, c'était Sammo Hung. Et il était là, à mon avis, comme un assistant chorégraphe plus que le chorégraphe principal. Il a également bossé avec John Woo sur Dragon Tamers, un des premiers films de John Woo pour la Golden Harvest, tourné en Corée du Sud. Donc, quelqu'un en tout cas qui avait une certaine expérience en tant comme d'action. Et il a enchaîné en tant que réalisateur à la toute fin des années 70. Il a fait Kung Fu versus Yoga et Two Fists Against the Law, deux films de Kung Fu que moi je trouve assez, je dirais pas médiocre, mais enfin pas loin quand même, quoi, très moyen on va dire. Il est probablement le plus connu pour avoir été celui qui s'est retrouvé à sauver la suite de La Hyène Intrépide. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de toute cette histoire. Donc Jackie Chan avait réalisé pour Lo-Wai La Hyène Intrépide après avoir travaillé pour MCU sur Snake in Eagle's Shadow et Drunken Master. Désolé, les titres français m'échappent, donc je vais rester sur les titres anglais. Donc il avait réalisé La Hyène Intrépide en tant que réalisateur pour Lo-Wai, et la relation avec Lo-Wai était difficile, et la Golden Harvest lui proposait un contrat en or. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à travailler sur la suite de La Hyène Intrépide pour Lo-Wai, mais en fait, en même temps qu'il travaillait dessus, il a commencé à bosser sur La Danse du Lion, The Young Master, pour la Golden Harvest. Et à un moment, donc, ça a fini par casser complètement, et Jackie est parti à la Golden Harvest pour de bon. Et donc c'est Chan Chun qui s'est retrouvé à devoir sauver la suite de La Hyène Intrépide, ce qui fait qu'on a ce film un peu à la Jeu de la mort, avec des bouts du premier film de La Hyène Intrépide, des bouts de ce que Jackie avait tourné pour la suite, et des toutes nouvelles scènes réalisées par Chan Chun avec Austin Wai dans le premier rôle. Et voilà, et avec tout ça, il a fait un micmac, et il a obtenu un film qui a pu sortir en salle. D'ailleurs, je vais peut-être me faire huer, mais moi, de mémoire, j'avais trouvé cette suite meilleure que La Hyène Intrépide. Bon, voilà, alors, je l'ai pas revu depuis longtemps, donc peut-être qu'en le revoyant, j'aurais peut-être un peu honte, mais je suis pas un gros fan de La Hyène Intrépide, et j'avais trouvé cette suite plus distrayante. Bon, peut-être que depuis, je changerai d'avis, il faudrait que je le revoie. Mais donc Chan Chun, de manière générale, c'est un réalisateur malheureusement assez médiocre, et dans ce Executor, il le prouve une nouvelle fois. Alors il continuera à en faire quand même par la suite. En fonction des modes, il va faire des films fantastiques, il va faire un peu de Girl with Gun, il va faire un peu de tout, mais à chaque fois c'est jamais vraiment des bons films. C'est au mieux moyen, sympa, et c'est vraiment au mieux. Et la plupart du temps, c'est juste pas bon, quoi. Donc malheureusement, The Executor fait partie de cette catégorie, la catégorie des films pas bons. Et Chow Yun-fat, malheureusement, il n'est pas particulièrement brillant ici.
Et donc pour avoir un bon polar avec Chow Yun-fat, il faut définitivement attendre l'année 86 et A Better Tomorrow, le syndicat du crime. Ensuite, on a comme second rattrapage Spiritual Love, réalisé en 1987 par Taylor Wong et David Lai. Alors à chaque fois qu'il y a ce type de double crédit, on se pose toujours un peu la question de savoir qui a fait quoi, qui est le vrai réalisateur. Donc ça, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré David Lai et je me suis pas gêné évidemment pour lui poser la question. Et donc au final, le réalisateur principal de Spiritual Love, c'est Taylor Wong, et David Lai est juste venu en renfort pour accélérer le rythme de la production et pour pouvoir sortir le film plus rapidement. Donc David Lai est juste un espèce de réalisateur de seconde équipe de luxe, quoi. Donc Spiritual Love, c'est pas compliqué, c'est tout simplement une variation moderne sur l'histoire de fantômes chinois. Histoire de fantômes chinois réalisé par Ching Siu-tung, produit par Tsui Hark, avec Leslie Cheung, qui avait été un relatif succès. Ça n'avait pas été un gros succès, mais ça avait bien marché en tout cas à l'international, et ça avait quand même gagné au fur et à mesure une certaine aura, et donc les producteurs hongkongais s'étaient vite emparés du phénomène et essayaient de faire leur propre version. Tels que la Golden Harvest avec Picture of a Nymph, réalisé par Wuma, tel que Golden Swallow. Enfin, il y a eu un certain nombre de films dans ce registre, et il y en a eu donc qui ont tenté de varier un petit peu la formule en mettant le même concept, mais dans le Hong Kong contemporain de 1987. C'est le cas ici donc dans Spiritual Love. Le fantôme, c'est Chai Chung, le Leslie Cheung dans cette version, c'est Chow Yun-fat. C'est une production des frères Mack, Johnny Mack, Michael Mack, et ça se retrouve. Alors, les productions de Johnny Mack, pour expliquer un petit peu quand même, c'est toujours avec un mélange de côté social un peu réaliste, et de commercialisme débridé, un peu vulgaire. Il y a toujours cette balance dans leurs films, et comme j'avais eu l'occasion d'en parler un petit peu pour le Lonely 15, la sortie Spectrum Film, au début de leur carrière, le côté social était plus prononcé que le côté putassier, on va dire. Et au fur et à mesure de leur carrière, le côté commercial putassier a eu tendance à prendre l'ascendant sur le côté social. Et donc là, il y a un peu de ça ici. Le côté social est finalement assez réduit, même s'il n'est pas totalement inexistant. Et à la place, on a le côté un peu commercial, un peu vulgaire, à travers le personnage de Chow Yun-fat, qui est une espèce de petite frappe qui récupère les dettes des gens qui ont contracté auprès d'une triade, a priori. Donc il a ce côté un peu street smart, un peu gars de la rue, qui n'hésite pas à en faire des tonnes, à rouler des mécaniques, quoi, ce genre de personnage. Et ça, c'est très MacBro. Bon, je trouve pas que le film soit particulièrement réussi. Parce qu'on connaît déjà la formule, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Ensuite, parce que je trouve que ce côté Mac Brothers n'est pas le plus adapté par rapport à l'histoire. Le couple Chai Chung, Chow Yun-fat, ça marche, mais on l'a quand même vu beaucoup plus intéressant dans d'autres films, que ce soit Story of Wu Viet, que ce soit Wild Search. Ils ont quand même souvent bossé ensemble. Là, c'est pas vraiment leur prestation en duo la plus marquante, je trouve. Il y a quand même quelques trucs sympas. En l'occurrence, je pense au rôle de l'exorciste, parce que c'est le même principe que l'histoire des fantômes chinois. Donc il y a une espèce d'exorciste taoïste. Et là, ici, c'est pas Wuma, c'est Denny Yip. Et donc Denny Yip, qui est une actrice habituée au second rôle, que vous avez peut-être vu dans Une vie simple avec Andy Lau. C'était elle qui jouait la domestique d'Andy Lau. C'est une très bonne actrice, et donc là elle apporte un petit côté assez intéressant à ce personnage de maître taoïste dans le Hong Kong moderne. Donc ça, c'est un élément intéressant. L'autre élément intéressant, c'est le final du film qui se passe dans une boîte de nuit,
et qui part dans tout un tas d'éléments fantastiques qui sont assez sympas. Les effets spéciaux sont un peu datés, mais ils ont un certain charme et ils marchent quand même pas trop mal. Il y a quelques visions infernales assez sympas. Donc là-dessus, c'est pas mal. Pour autant, est-ce qu'il faut se forcer à voir Spiritual Love? Pas vraiment. C'est pas un film marquant en lui-même et la prestation de Chow Yun-fat fait le travail, fait le job, comme j'aime bien le dire, mais il n'y a rien vraiment de très notable non plus. Voilà. Troisième film à évoquer pour cette vidéo bonus Chow Yun-fat, il s'agit du Anna et le roi, réalisé en 1999 par Andy Tennant. Anna et le roi, c'était le deuxième film américain de Chow Yun-fat, après Un tueur pour cible, et dans la même période que Le Corrupteur, si je ne m'abuse. Donc c'est un remake, réinvention d'une comédie musicale, je crois, qui avait été adaptée en film, en série, qui était elle-même reprise d'un livre, un livre donc d'une enseignante anglaise qui avait été enseignée pour les héritiers du roi du Siam durant le 19e siècle. Alors, il faut savoir quand même que le livre sur lequel c'est basé, il y a énormément d'inventions. Hein. C'est limite un livre de mythomane. Hein. Donc c'est pas forcément la base la plus réaliste et la plus solide sur laquelle on peut faire un film. Mais enfin bon. Chow Yun-fat reprend le rôle qui avait été tenu précédemment par Yul Brynner. Que moi j'ai pas vu le film précédent Anna et le roi, mais j'aime beaucoup Yul Brynner. Il faudra que je le voie. Donc je ne peux pas comparer par rapport au film précédent. Au final, c'est un avis un peu mitigé, Anna et le roi. Au niveau des points réussis, je trouve que la reconstitution historique est plutôt bien faite. Il y a vraiment des jolies choses à ce niveau. Il y a vraiment un travail soigné sur la tentative de reconstitution de la période. D'autant plus que, mine de rien, la Thaïlande, enfin le Siam en l'occurrence à l'époque, de cette époque, c'est pas quelque chose qu'on voit quand même très souvent sur les écrans, hein. Même dans les films thaïlandais, il n'y a pas une quantité énorme de films historiques thaïlandais, pour autant que je le sache. Et alors dans le cinéma mondial, évidemment, encore moins. Donc je trouve qu'il y a eu un effort à ce niveau qui est plutôt louable. J'ai particulièrement apprécié d'ailleurs que dans quelques scènes, par exemple il y a une scène où Jodie Foster va au marché, et ben on voit dans le fond des personnages avec des nattes et qui sont en fait des Chinois de la dynastie Qing. Hein. Les nattes comme ça c'est hérité de la dynastie Qing. Et parce qu'effectivement, il y avait une présence importante de commerçants, d'expatriés chinois dans le sud-est asiatique durant cette période. Et je trouve ça bien qu'ils aient vraiment respecté ça. Je trouve que ça ajoute un degré de réalisme à la reconstitution historique. À côté de ça, dans les bons points, je trouve que le duo Jodie Foster-Chow Yun-fat est pas trop mal. Il a un certain charme. Ça manque un poil d'étincelle, mais c'est peut-être dû également à l'approche qui est faite par rapport au... Il y a quand même une certaine distance à cause du protocole entre l'enseignante et le roi du Siam. Donc ça a été conservé, c'est vrai, mais ça fait que parfois ça manque peut-être de scènes où ils sont vraiment ensemble et où ils peuvent pousser un peu plus loin leur relation, je trouve. Bon, c'est un reproche mineur à ce niveau. Dans l'ensemble, ça marche quand même plutôt pas mal. Et je trouve ça d'autant mieux que... je trouve ça vraiment bien que ce soit un duo homme asiatique, femme occidentale, pour deux raisons. Primo, parce que le cinéma hollywoodien a eu quand même une tendance assez lourde à désexualiser les hommes asiatiques. Il y a quand même eu une tendance à sexualiser un max les femmes asiatiques et à désexualiser les hommes, à déviriliser en quelque sorte. Et donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très, très critiquable. Et là, c'est justement quelque chose qui n'est pas appliqué, puisque là, l'homme est asiatique et il peut être tout à fait homme, tout à fait charmant, tout à fait objet de désir. Et donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose, d'autant plus qu'en 99,
il y avait une petite mode asiatique aux États-Unis quand même à cette époque, puisque c'était l'arrivée de Matrix et tout ça, des réalisateurs hongkongais également. Mais ça restait quand même assez superficiel au niveau de l'action essentiellement. Enfin bon, il y a ce côté-là qui était également présent un petit peu dans Un tueur pour cible. Donc moi c'est quelque chose que je trouve bien. Je trouve qu'il faudrait que Hollywood continue dans ce chemin, mais ça reste encore visiblement assez compliqué. Et le deuxième point par rapport à ça, si je trouve ça bien, c'est que ça correspond en fait à une réalité historique. Alors moi j'ai plus étudié la question en Chine, mais je pense que c'était la même chose au Siam. C'est-à-dire que maintenant on a beaucoup l'habitude de voir des couples hommes occidental, femmes asiatiques. C'est devenu quelque chose de très commun qui est utilisé régulièrement dans les films. Mais il faut savoir que au siècle précédent, enfin au 19e siècle, c'était l'inverse qui était plus courant. C'était en fait un couple avec un homme asiatique et une femme occidentale. À l'inverse, les couples hommes occidental, femme asiatique étaient très rares et beaucoup moins courants. Et ça tient en fait à tout un tas d'éléments culturels. C'était un moyen d'émancipation pour les femmes, peut-être aussi, enfin très certainement aussi des vrais sentiments qu'il y avait dans les couples. Mais il y avait ce côté en fait pour certaines femmes occidentales le besoin de s'affranchir de tout un tas de règles, de carcans, de culturels, légalistes. Il y avait un certain nombre de lois également, le fait tout simplement qu'elles n'avaient pas le droit de vote, ce genre de choses. Donc un certain nombre d'éléments de s'affranchir, enfin certaines d'entre elles partaient à l'aventure, et c'était donc un moyen de pousser dans cette direction quelque part. Et pour les hommes asiatiques, c'était aussi un moyen de renforcer leur statut quelque part. Souvent, ceux-ci avaient reçu une éducation. C'était pas les hommes asiatiques des bas-fonds. C'était en général des gens issus de familles un peu bourgeoises. Donc c'était un moyen d'élever le statut et également de continuer dans la direction de mélange, d'apporter une certaine forme de progrès, on va dire. Alors après, à prendre avec des pincettes le terme progrès, mais d'un certain nombre d'évolutions de la société qui allait vers quelque chose d'un peu plus occidentalisé. Voilà, et donc ça, c'était une réalité authentique, une réalité historique authentique, et donc de la voir dans un film hollywoodien de cette nature, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ceci étant, le film n'a pas que des qualités. Il y a encore une qualité quand même. Le fait qu'il y a un respect de la langue, c'est-à-dire que les personnages thaïlandais, enfin du Siam, parlent la langue locale, les personnages qui ne sont pas parlent en anglais. Donc il y a un respect général de ça. Alors il y a 2-3 scènes où étrangement les personnages thaïlandais parlent anglais entre eux. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi. D'autant plus que la plupart du temps dans le film, ils font l'effort justement de ne pas tomber dans ce piège. Donc j'ai pas trop compris pourquoi à ce moment-là ils sont tombés dans le piège. Mais moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Je pense que c'est très important de respecter les langues de chaque pays, que cette espèce de fantaisie hollywoodienne où tous les personnages parlent anglais, quel que soit leur environnement, pour moi ça n'a aucun sens. Moi ça me sort totalement des films à chaque fois que je vois ça, et il y en a beaucoup qui le font. Donc quand il y a un effort là-dessus pour bien montrer que il y a des différences de langue, il y a des difficultés de communication, moi j'apprécie beaucoup, et Anna et le Roi a eu le bon goût de le faire. Donc ceci étant, ça c'était pour les bons points, mais tout n'est pas parfait, loin de là. Déjà le film est trop long par rapport à ce qu'il veut raconter à mon avis. Il y aurait eu facilement moyen de couper facile 15-20 minutes, probablement plus. Ça tombe également parfois un peu dans le piège de l'exotisme facile, de l'orientalisme, ce genre de choses. C'est un peu inévitable, c'est une production hollywoodienne qui se passe en Asie, c'est quasi systématique à partir du moment où ils font des films de cette nature, donc c'est pas surprenant en soi, mais bon voilà, parfois il y a des moments où on se dit c'est quand même une vision très occidentalisée de la chose évidemment.
Et à côté de ça également, la réalisation de Andy Tennant est pas particulièrement glorieuse, c'est pas la honte, mais ça manque un petit peu d'étincelle. Alors je pense qu'il essaye de retrouver le côté fresque à l'ancienne, à la David Lean, ce genre d'esprit, mais on n'est pas à ce niveau hein, quand même. Hein. David Lean, c'était quand même un niveau au-dessus. Bon, il essaye de trouver ça. Bof, pas totalement convaincant, mais ça fait un minimum le taf à défaut de plus. Donc Anna et le Roi, pas un grand film de Chow Yun-fat, mais dans le cadre de sa courte filmographie hollywoodienne, ça représente quand même quelque chose de plutôt correct. Je dirais que sur les 6 films, je crois qu'il a fait aux États-Unis, alors après il y a le cas Tigre et Dragon qui est un peu particulier parce que c'est un film mi-hollywoodien, mi-chinois. Il est quand même plus chinois qu'hollywoodien, même s'il a une facette hollywoodienne. Donc si j'exclus Tigre et Dragon, je dirais que Anna et le Roi est son deuxième meilleur film hollywoodien derrière Le Corrupteur, donc c'est quand même pas mal. Parce qu'il a un rôle quand même assez important, il peut montrer des facettes assez différentes de son personnage et donc de son jeu. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même plutôt bien pour lui. C'était pas une mauvaise tentative. C'est pas un film déplaisant, c'est malheureusement vite oublié, j'ai envie de dire, mais c'est pas désagréable pour autant. Donc bon, une très légère recommandation pour ce Anna et le Roi. Et le dernier film dont on va discuter pour cette petite vidéo bonus, il s'agit du Last Tycoon, réalisé par Wong Jing en 2012. Évidemment, il fallait bien avoir un Wong Jing, hein, c'est un peu la référence incontournable du cinéma Hong Kong-Chine hein, maintenant. Donc, The Last Tycoon, qu'est-ce que c'est? C'est un bon vieux film de gangster situé dans le Shanghai des années 30. C'est le genre de concept qui est assez classique. Un rise and fall, comme on dit, hein, avec l'ascension du gangster, qui est joué à la fois par Wang Xiaoming quand il est jeune et par Chow Yun-fat quand il est plus âgé. Donc, on le voit de ses débuts pauvres jusqu'à ce qu'il atteigne le statut de grand patron des gangs à Shanghai dans les années 30. Et évidemment, la chute, ce sera lié à la situation politique spécifique de Shanghai dans les années 30 avec l'arrivée des forces japonaises. Alors, j'avais déjà fait remarquer dans mon livre sur les polars que Wong Jing semble avoir un véritable amour, un véritable intérêt pour le Hong Kong des années 50, 60, jusqu'à 70 on va dire. Et bien il semblerait que cet intérêt s'étende également au Shanghai des années 30 parce que The Last Tycoon et certaines autres productions qu'il a pu faire situées dans la même époque est assez sérieux en fait dans le traitement. C'est pas une pantalonnade, c'est pas une comédie n'importe nawak avec plein d'idées débiles et puis on voit après comment on s'en sort. C'est traité assez sérieusement et c'est plutôt bien fait. Je dirais que sur les 4 films qui sont traités dans cette petite vidéo bonus, bah, c'est probablement le meilleur des 4. Alors ça réinvente pas la poudre, hein, c'est assez classique dans le traitement, mais c'est fait correctement. Alors il a dû en être conscient également parce que il essaye quand même de complexifier un petit peu la chose, d'enrichir un petit peu le récit en jouant sur des flashbacks en fait. Donc on alterne entre les moments de Chow Yun-fat, patron du crime, relativement installé donc dans le Shanghai des années 30, avec les moments où il était plus jeune, donc joué par Wang Xiaoming, dans le Shanghai des années 1910, quand il était encore en train d'essayer de grimper les échelons de la pègre. Et ce genre d'aller-retour entre passé et présent, si on considère que Shanghai des années 30 est le présent, ça marche plutôt bien. Ça permet effectivement de rendre le récit un petit peu plus intéressant que s'il avait choisi de le faire de manière linéaire. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal fait. Après, on a quand même un très joli casting,
puisque en plus de Chow Yun-fat et de Wang Xiaoming, on a droit à Sammo Hung qui joue le mentor de Chow Yun-fat. On a également droit à Francis qui joue un espèce de flic un peu corrompu. Et on a également Yasaki Kurata, ce bon vieux Yasaki Kurata. Bon, bah, évidemment, lui, il joue le japonais de service, hein, comme on peut s'en douter. Donc plutôt une bonne et une solide distribution. La reconstitution d'époque est également assez bien foutue. C'est plutôt du bon à ce niveau. Comme à chaque fois dans les productions Mung Jin, on peut se demander s'il a vraiment réalisé l'intégralité du film. On voit que dans les directeurs photos, il y a Andrew Lo et Jason Kwan. On sait qu'Andrew Lo, il a souvent tendance à mettre la main à la pâte. Donc j'ai de bonnes raisons de penser que dans ce film, c'est comme Andrew Lo a dû au moins en réaliser une partie. Il y a de bonnes chances également que Jason Kwan en ait fait un petit peu, je pense, puisque par la suite, il lui confiera la co-réalisation de Chasing the Dragon. Donc je pense que ça a dû être sur cette collaboration de 2012 où il a dû commencer à penser qu'il pourrait potentiellement faire un bon co-réalisateur, un réalisateur exécutif, comme on aime le dire à Hong Kong. Un spectacle plutôt de qualité, qui réinvente pas la poudre, hein. Vous n'allez pas avoir beaucoup de surprises si vous avez déjà vu un certain nombre de films de gangsters situés dans cette période, mais c'est bien fait. Alors il y a quelques points quand même, il y a un petit point qui m'a amusé à un moment où les gangsters disent qu'ils font, je ne sais plus exactement le détail, mais ils font pas de drogue, ils font pas de prostitution, ils font pas de jeu, je crois que c'est ça le truc. Mais ces trois activités, ils les font pas. Alors c'est quand même difficilement crédible, hein, parce que c'est quand même les activités essentielles de la pègre. S'ils font pas ça, ça leur laisse plus grand chose à faire, mine de rien. Alors ça leur laisse quand même le racket et des trucs comme ça. Mais ça c'est vraiment tout le problème des films de gangsters où en omettant une ou plusieurs activités, eh ben c'est censé rendre les gangsters sympathiques. Mais enfin, même si là on les prend au mot, ce qui quand même est difficile à croire, hein, parce que je pense qu'aucun gangster en Shanghai des années 30 a décidé de se départir de ses activités comme ça, hein. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Mais bon, mais donc en se séparant d'une activité de ce style, ça les rend sympathiques, alors qu'en fait, je suis désolé, mais le reste de leurs activités sont quand même bien dégueulasses quand même, quoi. Le racket, c'est quand même profiter de la faiblesse des petits commerçants pour leur extorquer de l'argent. Enfin, ça n'a rien de vertueux. Enfin, toutes les activités, par définition, de la pègre n'ont rien de vertueuse. Donc, c'est vraiment une espèce d'artifice scénaristique qui, en fait, vient du parrain, hein. Ça vient du parrain avec ceux qui font la drogue et qui ne le font pas. Et qui, pour le coup, est basé sur une certaine réalité de ce qu'avait été la mafia italienne aux États-Unis. Il y avait effectivement eu cette discussion chez eux à une période. Par contre, je suis à peu près persuadé qu'à l'époque de Shanghai dans les années 30, cette question-là ne se posait pas. Le plus grand parrain de Shanghai dans les années 30, c'était un grand trafiquant de drogue qui avait des connexions politiques, puisqu'il était également à la tête de la commission contre la drogue à Shanghai, ce qui était quand même assez ironique, comme quoi il devait avoir un certain sens de l'humour, ce brave homme. Voilà, bon, en tout cas, The Last Tycoon, malgré ces petits scories classiques du film de gangster, c'est un film relativement de qualité, pas incroyable, vous n'allez pas être soufflé par le film, mais vous allez normalement passer un bon moment devant cette reconstitution du Shanghai des années 30 avec un Chow Yun-fat qui en impose en chef du crime avec des valeurs. Et c'est ainsi qu'on termine cette vidéo de bonus sur la carrière de Chow Yun-fat. Je ne pense pas que je referai de nouvelles, même si je vois de futurs Chow Yun-fat. On va passer à autre chose. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.